Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette deuxième vidéo dans laquelle nous allons continuer notre apprentissage du réseau sur Unity. Donc dans la vidéo précédente on avait vu une introduction au réseau, donc plutôt de manière agnostique, et on avait vu aussi quelques méthodes bien utiles de la nouvelle API UNet. Et maintenant, eh bien, on est fin prêt pour lancer notre projet sur Unity. Alors Unity 5.1.0 F3 c'est la version que j'utiliserai, c'est la toute dernière version, vous pouvez aller la télécharger gratuitement sur le site d'Unity ou mettre à jour votre version d'Unity. Je reprécise au cas où que c'est pas une série qui concerne les débutants sur Unity, c'est une série donc qui concerne donc plutôt les personnes intermédiaires ou avancées en termes de code plutôt. Donc il faut quand même savoir un minimum programmer. Donc je vais utiliser le langage C#. Si vous connaissez un petit peu Unity Script, vous devriez vous en sortir aussi. Donc voilà, c'est parti, on va cliquer sur New Project ici, créer notre projet, ça va être un projet en 3D, et je vais l'appeler Unit Tutorial, nickel, je clique sur Create Project, ça va me loader tout ce dont j'ai besoin, tous les assets dont j'ai besoin. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Layout ici, cliquer 2x3, et je vais drag and dropper mon panneau project ici, c'est la manière dont j'aime bien travailler en général, et je vais aussi venir dans Windows, ouvrir la console et venir la mettre là. Et je vais dans l'asset folder, ici dans le dossier d'assets, je vais mettre ce slider ici à 0 pour avoir un affichage en liste et pas avoir des grosses icônes. Donc par défaut j'ai une scène, vous voyez en haut elle est marquée Untitled, je vais la sauvegarder, CTRL S, et je vais l'appeler menu. Voilà, je vais créer une autre scène, CTRL N, voilà, et je vais la re-sauvegarder à nouveau, et je vais l'appeler cette fois-ci Game. D'accord? Donc là on se retrouve avec deux scènes, on va se retrouver avec une scène menu, donc qui sera offline, et on va se retrouver avec une scène game qui sera online. D'accord? Et Unity, avec le Network Manager, j'en ai un petit peu parlé dans la vidéo précédente, va nous permettre très rapidement de faire le switch d'une scène à l'autre, et de créer les connexions nécessaires. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans un premier temps dans la scène menu. La scène menu, elle va contenir ce qu'on appelle un Network Manager. Donc c'est un GameObject sur lequel sera attaché le Network Manager. Network Manager, je vais l'appeler le GameObject. Donc c'est un objet vide, hein, j'ai fait CTRL-SHIFT-N pour le créer. Et dans les composants ici, je vais attacher un nouveau composant de type Network, qui va s'appeler ici Network Manager. Et ce qui va se passer, c'est que ce manager ici va gérer les connexions et va demander qu'on ait une scène offline et une scène online, d'accord? Enfin, on n'est pas obligé de les paramétrer si notre jeu apparaît directement comme une scène online, mais si on veut un menu et une scène online, on va directement ici renseigner nos deux scènes. Donc pour que ça fonctionne, il faut que j'aille dans les paramètres ici de Build, donc Build Settings, et que je drag and drop ici mes deux scènes, hop, et que je mette d'abord le menu en premier, puisque c'est la première scène qu'on veut afficher lorsqu'on lance le jeu. Voilà. Maintenant, ce que je peux faire, c'est dans mon Network Manager ici, je peux drag and dropper le game, la scène game en tant que online scene, et je peux mettre menu en tant que offline scene. Donc du coup, quand je lancerai mon jeu, il lancera d'abord le menu, qui sera pas sur le réseau, qui sera pas connecté en réseau, et ensuite il lancera le jeu, la scène game, qui sera considérée comme une scène en réseau dans laquelle Unet pourra être utilisée. Enfin, Unet, dans lequel les fonctions d'instanciation, etc. pourront être utilisées. Donc du coup, le manager ici, on va le parcourir un petit peu, il y a donc, la première option c'est Don't Destroy on Load. Ça permet en fait de dire que on ne détruit pas l'objet d'une scène à l'autre. Effectivement, c'est pratique de ne pas avoir son manager qui est détruit dans la scène online, puisque en général, ça ne fonctionnera pas très bien si on n'a pas le manager. Donc, Don't Destroy and Load, c'est une fonctionnalité qui est utile parce qu'en fait, de base dans Unity, quand on passe d'une scène à une autre, toutes les instances qui ont été créées dans une scène sont détruites. Là, Don't Destroy and Load, tout simplement, d'une scène à l'autre, ne détruit pas l'instance, car elle est gardée et elle n'est pas détruite. Run in background, ici ça permet de lancer le jeu de l'éditeur dans l'éditeur sans forcément avoir le focus sur l'éditeur. Donc c'est assez important. Je crois que c'est valable aussi pour quand on buildera le projet et quand on aura un exé.
Alors, ensuite, on a ici Network Info. Network Info, ça va nous donner des informations concernant l'adresse IP sur laquelle on va se connecter. Donc là, l'adresse IP, c'est localhost, d'accord? Donc, il faut savoir qu'en général, à part certaines adresses, bon, comme localhost ici, qui est une chaîne de caractères, les adresses IP s'écrivent avec des points comme ceci, avec 4 chiffres de 0 à 256. 255 pardon, parce que le 0 est compris dans la, enfin, est compris dans le nombre. Donc du coup de 0 à 255. Et ça permet donc, c'est le numéro de téléphone, souvenez-vous, de la machine sur laquelle on veut se connecter. Et ensuite on a le port. Alors le port, on n'en a pas parlé précédemment, j'aurais peut-être dû l'introduire, mais je vais en parler maintenant. Le port en fait, ça permet de spécifier une application sur le réseau. C'est-à-dire que si vous êtes connecté à une adresse IP et que donc une adresse IP qui va correspondre par exemple à l'adresse IP du routeur je sais pas, dans une maison, on est bien d'accord que derrière ce routeur vont se cacher plusieurs machines en général. Donc on peut avoir 2 ordinateurs, un iPhone, un téléphone Android, bah, peu importe, qui sont donc cachés derrière ce réseau. Et ils peuvent utiliser plusieurs applications chacun. Donc chacun de ces appareils peut utiliser plusieurs applications. Pour que les données arrivent à destination du jeu, il faut que ce jeu utilise un certain port, et il faut que les clients qui vont se connecter au serveur eh bien, communiquent avec le même port, parce que sinon les données eh bien, pourront aller à une autre application, et ça pourrait être vraiment générer beaucoup d'ennuis. Donc du coup, on a toujours une adresse IP, c'est là où on veut se connecter, et on a toujours un port, c'est entre guillemets par où vont transiter les données. D'accord? Vers quelle application vont transiter les données. D'accord? Donc 2 applications qui communiquent sur le même port vont pouvoir échanger des données. D'accord? À partir du moment, bien sûr, elles sont connectées à la même adresse IP. Donc ça, c'est pour le Network Info, on va pas aller plus loin. On a le Spawn Info ici qui va être vachement intéressant. Ça va nous permettre d'enregistrer ici les préfabs que l'on va spawner. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente si vous ne savez pas ce que ça veut dire. Donc c'est, souvenez-vous, hein, quand on veut utiliser la méthode spawn, on renseigne d'abord les préfabs, et ensuite ils pourront être instanciés sur le réseau par le serveur. On a la possibilité aussi ici de spécifier le préfab qui va correspondre à notre joueur. C'est-à-dire que quand un joueur va se connecter, quel préfab va être instancié, d'accord, automatiquement, et quel préfab on va contrôler. Et souvenez-vous, il y a une méthode et une variable qui s'appelle isLocalPlayer qui permet de justement tester si le script est attaché sur, le script s'exécute sur cet objet-là, et donc c'est bien le player préfab ici dont on parle. Donc isLocalPlayer, ça permet de savoir si on est sur l'instance locale du joueur, quoi. Donc player préfab, l'instance qu'on manipule en tant que client dans le jeu, localement. Et donc du coup ça c'est le spawn info. Voilà, on a plein d'autres possibilités, comme faire spawner notre personnage, notre player aléatoirement sur différents points. Donc on pourra éventuellement créer des empty qui auront un composant qui s'appelle un network start point, qui va permettre donc de référencer un nouveau point de spawn dans le niveau. Et donc si vous mettez random ici, ça va faire apparaître ça va vous faire apparaître sur un point aléatoirement, sur un objet qui a un network start point aléatoirement. Vous avez aussi round robin ici qui cycle en fonction des points. Donc vous avez par exemple, si vous spawnez sur un point qui est au fond, ensuite vous avez un autre point ici, un autre point ici, un autre point ici, bah, la prochaine fois qu'un client va se connecter, il va se mettre là, ensuite il va se mettre là, etc. Donc c'est dans un ordre bien précis que les spawns s'effectueront. Donc on a ici Advanced Configuration qui permet de définir les protocoles des données envoyées. Donc est-ce que nos données seront fiables, c'est-à-dire seront envoyées et bien reçues correctement et dans le bon ordre,
Donc c'est reliable sequenced, ici, pardon. Donc ça permet de savoir, d'être sûr que les données seront envoyées, bien reçues et dans le bon ordre. Donc c'est le sequenced ici. Reliable, ça permet de savoir si les données sont bien envoyées. On a unreliable aussi qui permet de définir tout simplement le fait que les données sont envoyées mais elles peuvent être perdues. Et aussi ici, unreliable sequenced permet de savoir que les données sont envoyées, on s'en fout si elles sont arrivées ou pas, mais par contre si elles arrivent dans l'ordre. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu plus précis. Max connection ici, ça permet de savoir le nombre de connexions max que l'on peut avoir sur un serveur. D'accord, donc c'est le nombre de joueurs globalement. Donc voilà, ça c'est pour les configurations avancées. Ici, le Network Simulator permet de générer de la latence. Donc vous pouvez avoir plus ou moins de latence en fonction du paramètre que vous choisissez ici. C'est pour faire des tests sur des connexions lentes. Et c'est plutôt pratique. Quand on a une bonne connexion, en général, on ne sait pas à quoi ça pourrait ressembler sur un ordinateur qui n'a pas une bonne connexion. Donc voilà, ça c'était pour le Network Manager. Donc le Network Manager, il est d'abord créé sur le menu, d'accord, en offline. Je vais sauvegarder ma scène. Voilà. Il est sauvegardé donc sur le menu, d'accord. Et quand on arrive dans le game, bon là on le voit plus dans la hiérarchie, mais il sera toujours présent, d'accord. D'ailleurs on peut le faire ici, on peut faire le test ici. Non, puisqu'on peut pas encore switcher de scène, mais on va faire le test dans quelques instants. Donc ça c'est le Network Manager. Donc maintenant on va rajouter un nouveau composant sur le Network Manager, sur notre Game Object Network Manager, qui va s'appeler Network Manager HUD. Donc c'est une petite interface graphique qui va nous aider très rapidement à tester les connexions, pouvoir se connecter sur une certaine adresse, etc. etc. Donc c'est un truc pour gagner du temps, pour directement rentrer dans le code de votre jeu et ne pas s'embêter avec la création d'une interface tout de suite. Donc voilà, donc vous pouvez là maintenant sauvegarder votre scène, être dans le menu, donc on est bien dans le menu, cliquez sur Play ici, et là vous voyez donc la petite interface. Quand je clique sur LAN host, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je serai un host. Souvenez-vous, un host c'est un serveur et un client. Donc là, hop, je suis connecté à une scène online. Vous voyez que le Network Manager n'a pas été détruit, d'accord? Donc depuis la scène menu. Là, on a des erreurs évidemment parce que le Network Manager a besoin pour fonctionner correctement d'un player à spawner. Donc un prefab à spawner, vous voyez que ça marque ici is empty on the Network Manager, please set up a player prefab object. Donc il faut qu'on crée un prefab qui va correspondre au joueur que l'on va instancier. D'accord? Donc là je vais sauvegarder mon menu. Notez que là on a bien switché de scène grâce aussi aux renseignements qu'on a spécifiés ici. Donc maintenant je sais que je peux accéder à ma scène game. Ce que je vais faire ici dans cette scène, donc dans la scène game, c'est que je vais créer tout simplement un objet 3D de type quad ici, et ce quad ici, je vais le tourner sur X, sur X à 90 degrés pour faire le sol, et je vais le scaler à par exemple 20, 20 et en Z, peu importe, puisqu'il n'a pas d'épaisseur. Je vais prendre ma lumière directionnelle, la tourner légèrement comme ceci, et je vais tout simplement maintenant nommer mon quad ici terrain, et je vais créer un nouveau GameObject que je vais appeler player prefab ou player tout simplement. Donc je vais créer un GameObject ici qui sera de type cube. Je vais le monter là pour l'instant. Je vais faire les choses un petit peu plus proprement en créant des matériaux ici. Je vais l'appeler player. Hop, je drag and drop mon matériel ici. Je vais lui mettre une couleur dans les rouges. Ou, allez, dans les violets, bleu-violet. Voilà. Et ce cube ici, il s'appellera pas cube. Bien évidemment, il va s'appeler player, comme ceci. Ce que je vais faire ensuite, c'est je vais le drag and dropper dans mes objets pour en créer un préfab. Et effectivement, je vais aussi supprimer ce player du niveau, puisque, souvenez-vous, quand le Network Manager nous connecte à une scène online, il fait spawner un player automatiquement. D'accord? Alors par défaut, comme on n'a pas de spawn point, de start point, on va être instancié théoriquement au centre de la scène. D'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon player ici, et je vais lui
affecter un nouveau composant qui est ultra important, qui s'appelle le Network Identity. Alors le Network Identity, il spécifie l'identité de l'objet sur le réseau. D'accord ? Donc ce qui est important de noter avec le Network Identity, c'est que c'est uniquement le serveur qui doit être en mesure de créer des instances qui le possèdent. D'accord ? Et quelque chose d'autre à noter, c'est que... Alors ça, je suis pas extrêmement sûr là-dessus parce que je n'ai pas encore regardé la doc concernant. Bah, je vais l'ouvrir, la doc. La voilà. Hop. Oui, voilà. Elle a bien la variable netID, donc c'est l'identifiant unique et utilisé par donc, le network identity ici. C'est lui qui doit générer le network identity. Un autre truc aussi, c'est que notre joueur, on sait que c'est lui qui va être managé par le client. On avait dit qu'on utiliserait la méthode simple, souvenez-vous. C'est quand j'appuie sur Z, je vous refais l'analogie, c'est quand j'appuie sur Z, je me déplace et ensuite j'en informe le serveur et pas j'appuie sur Z, je dis au serveur que j'appuie sur Z et c'est le serveur qui m'autorise de bouger. Donc là, bien évidemment, c'est nous qui allons contrôler nos mouvements et ensuite transférer nos informations au serveur. Donc je le mets bien en Local Player Authorities. Du coup, mon player ici, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans... Donc je vais sauvegarder, je vais retourner dans ma scène game, menu, pardon. Et dans le Network Manager ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon player dans Spawn Info ici. Je peux rester un instant, il va m'ouvrir le panneau. Et je drag and drop mon player. Si vous n'avez pas de Network Identity, vous ne pourrez pas drag and dropper votre player ici. D'accord ? Et là, il me dit aussi auto create player, donc ça veut dire qu'il va créer automatiquement le joueur lorsque on sera sur la scène online. Donc là, je peux déjà tester maintenant avec la scène game, avec la scène menu, pardon, excusez-moi, j'étais au bon endroit. Donc dans ma scène menu ici, je host un client, boum, j'ai un cube qui apparaît, et j'ai une erreur aussi de lighting. Alors cette erreur de lighting, je crois que c'est un bug pour l'instant. La solution que j'ai trouvée sur un forum, c'est d'aller donc dans la scène game, d'aller dans Window, dans Lighting, et d'aller dans Light Maps, et de décocher Auto, et de recliquer sur Build ici. Vous voyez en bas, il va hop, calculer quelque chose, et ça devrait être bon pour la suite. Donc, je vais revenir sur le Game Menu, sauvegarder, lancer le jeu, et vérifier que ça fonctionne bien. Boum. Là, ça fonctionne. C'était le Light Map qui posait un problème. Donc du coup là, le problème c'est qu'on spawn en plein milieu, c'est ce que je vous avais dit, on spawn à 0, 0, 0 tant qu'on n'a pas de start point, pardon. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais créer des nouveaux GameObjects, CTRL-SHIFT-M, je vais leur mettre une étiquette ici pour qu'on puisse les voir, et je vais les appeler start point, et je vais leur ajouter ici un composant de type, donc network, de type network start point ici. Ça veut juste dire que c'est un des points sur lesquels on va pouvoir spawner. D'accord ? Je vais le mettre à cet endroit-là, je vais faire CTRL-D pour le dupliquer, il va automatiquement se renommer 1, 2 ou 3. Et je vais en fait aller vue de top ici, hop, et faire un nouveau CTRL-D, en mettre un ici, pardon, et en mettre un autre ici. Et tous ces points ici, je vais les regrouper dans un seul GameObject, donc je vais faire CTRL-SHIFT-N, et je vais l'appeler start points. Et je vais drag and dropper ici mes start points dedans, comme ça, ici, je peux les déplacer tous d'un coup et les gérer tous d'un coup. D'accord ? Donc du coup, là, ce que je peux faire, c'est théoriquement sauvegarder et je devrais pas spawner. Faut que je prenne la scène menu. Et par rapport au Network Manager ici, théoriquement, je devrais, au niveau du spawn ici, spawner sur un Network Start Point, sur un Start Point ici, de manière aléatoire. Donc si je lance ma scène ici, LAN host, vous voyez que j'ai spawné sur ce point-là ici. D'accord ? Ce que je vais faire, c'est que dans la scène game, au niveau des Start Points ici, à l'intérieur, je vais tous les mettre à, donc mon cube il fait 1 de hauteur, je vais tous les mettre à 0,5 pour qu'il touche le sol quand il spawn en Y. Donc je vais retester. Donc menu, je lance LAN host et j'ai donc est-ce que c'est pas mon plane? Non, il est à 0.
que je me serais pas trompé au niveau du positionnement? Probablement, j'imagine. 0,5 pourtant. Ça doit être 1.5. Attendez, je vais juste revenir sur mon menu sauvegarder, vérifier quelque chose. Voilà, donc là, le start point, il est à 1.5. Et notre cube, il est... Ah oui, notre cube, il est au centre, donc s'il spawn à 0, il doit être là, à peu près. Voilà, donc il faut que je le mette à 1. Non, théoriquement, je devrais le mettre à 0.5. Mais comme c'est par rapport au start point ici, il faut que... Tiens, c'est bizarre, ça. Non, en fait, il faudrait que je mette les start points à 1, je pense. C'est peut-être lié aussi au fait que, ici, mon parent soit un peu plus haut. Je vais le mettre à 1 en Y. On va recommencer. Donc, je sauvegarde, game, menu, pardon. Et hop, je lance play, LAN host. Non, il apparaît plus haut. Donc je reviens dans Game, ici, Start Points. Du coup, je peux en Y les remettre à 0,5. Sauvegarder. Dans le Game ici, dans le menu, pardon. Je vais appuyer sur CTRL-P pour aller plus vite. LAN host, et voilà, c'était bon. C'était, je pense, la différence entre le parent et les enfants. Donc là, du coup, il y a un truc qu'on peut faire qui est assez intéressant, c'est déjà, voir si ça fonctionne en réseau. Donc je vais monter ma caméra pour l'instant. Notez que la caméra a bien évidemment changé et se mettre par rapport aux différents joueurs, mais on peut déjà tester si on a une caméra. Donc là, je peux appuyer sur X pour passer en mode local très rapidement. Hop, je vais me monter comme ça à peu près. Je vais sauvegarder, je vais faire CTRL B pour faire un build. Et je vais cliquer sur Build and Run, et je vais ici mettre mon build à la racine, je vais l'appeler test. Donc le premier build sera normalement toujours long, si... Voilà, je vais me mettre ici en mode petit, windowed, et je vais baisser les graphismes, non je vais laisser en fait. Et je clique sur Play. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le serveur ici, et il va me demander normalement si j'ai le droit d'accepter, blablabla. Hop, je clique sur autoriser l'accès, et j'ai bien mon joueur qui a spawné ici. D'accord? Maintenant, je veux me connecter en localhost, c'est-à-dire sur moi-même, entre guillemets, sur le serveur qui est au port numéro 7777. Je lance ici mon instance dans l'éditeur, et c'est le game, le menu qu'il faut que je lance, et je vais me connecter en tant que client. LAN client. Et là, vous voyez, on a bien nos deux instances dans le jeu qui sont apparues des deux côtés. D'accord? Et je pourrais même lancer un troisième jeu ici, en fantastique, blablabla, play, et on devrait voir, en tant que client, alors, j'ai apparu sur un point qui devait déjà exister, donc là, il doit y avoir... Donc je devais être soit sur ce cube-là, soit sur ce cube-là, et boum, il y a une troisième instance qui est apparue, et si je stop, vous voyez qu'elle disparaît automatiquement, d'accord? Donc elle est bien connectée correctement au client. Donc à chaque fois que je me line, on va tester jusqu'à que nos points apparaissent même en haut. Hop, là vous voyez, j'étais apparu en haut. J'ai apparu en haut. Donc voilà, donc ça c'est déjà un bon point, et vous voyez que on a eu aucune ligne de code à taper jusqu'à présent, c'est quand même plutôt chouette. Donc maintenant ce que je vous propose de faire, c'est d'arrêter tout ça, on va arrêter nos instances aussi, et on va commencer à scripter un petit peu. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà coder un déplacement d'un de nos persos, mais en local. Donc je vais faire quelque chose de très simple, je vais mettre mon cube ici, je vais mettre à 0, 0.5 et 0, à une instance de mon jeu. Je vais créer un nouveau script que je vais appeler, donc create JavaScript, que je vais appeler movements. Voilà. Je vais le drag and dropper sur mon player ici directement, sur le préfab, hein, pas sur le truc, pas sur l'instance ici, parce que sinon j'aurais dû appliquer. Et je vais lancer mon script C#. Donc ça va me lancer monodevelop. Enfin, je vais lancer mon script C#. Je vais lancer monodevelop plutôt.
Et ce que je vais faire, c'est, eh bien, je vais scripter un script de déplacement simple. Je vais essayer d'expliquer au maximum ce que je tape quand même, pour que ce soit plutôt simple. Alors, on va utiliser les inputs ici, qui se trouvent dans Edit Project Settings Input. Vous pouvez aller voir que dans l'inspecteur qu'on a des axes ici. Donc un axe, c'est un ensemble de différentes propriétés, donc avec un nom, un bouton négatif, un bouton positif. Donc ça, vous devez probablement connaître, mais je vais quand même faire un récap dessus parce que c'est pas un truc que j'utilise tout le temps, mais ça peut être pratique dans certains cas. Donc vous avez un bouton négatif, un bouton positif. En fait, pourquoi négatif et positif? Parce que un axe est une valeur qui varie de -1 à 1 en passant par 0. Donc quand vous appuyez sur la touche négatif, la valeur de l'axe passera à -1. Quand vous appuyez sur la touche positive, la valeur de l'axe passera à 1. Et quand vous appuyez sur aucune des touches, la valeur sera à 0. D'accord? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est aussi avoir des alternatives. Moi, ce que je vais faire, c'est que le négatif, ça sera Q, et le positif, ça sera D. D'accord? Pour avoir ZQSD. Et je vais utiliser l'axe horizontal pour faire ma rotation, et l'axe vertical pour me déplacer de haut en bas. Donc, le bouton négatif, ça sera S, et le bouton positif, ça sera Z cette fois-ci. Hop, donc là on a les axes. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner donc du coup dans mon script. Et ce que je vais faire ici, c'est déjà commencer par déclarer une variable privée. Private, et je vais l'appeler speed, et elle va être égale à 0.5, à 2, pardon. Et c'est un float, donc je mets le f à la fin, .0f. Et c'est un float, justement, hop, voilà. Donc là, le problème avec cette variable, c'est qu'on ne peut pas la modifier dans l'inspecteur, enfin, c'est pas un énorme problème. Donc soit on la fait passer publique, mais c'est pas terrible, je trouve, de faire passer une variable publique, parce que du coup, ça veut dire que les autres scripts peuvent y accéder. Moi, ce que j'aime bien faire en général, c'est la laisser privée et lui mettre un attribut de type serialized field. Voilà. Donc du coup, là, on peut avoir que sur cet objet, que sur les objets qui possèdent le script, comme player, on va avoir ici, voilà, une variable sérialisée, c'est-à-dire une variable qui peut s'afficher dans l'inspecteur ici. Donc, ce qu'on peut faire ici, maintenant, c'est cacher notre transform aussi. Alors ça, c'est quelque chose que beaucoup de débutants ont la mauvaise habitude, ont pris comme mauvaise habitude, c'est d'utiliser directement la variable de classe transform. Voilà, qui existe d'ailleurs toujours, mais qui, j'espère, un jour va être supprimé de l'API. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois que vous faites transform, comme ça, ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous appelez un getter, enfin, vous utilisez un getter, et ce getter, en fait, appelle derrière getComponent. Donc c'est une méthode assez lourde, et comme en général, le transform, on l'utilise souvent, ce qu'on préfère faire, c'est faire un cache du transform, c'est-à-dire, dans la méthode start, on sauvegarde une référence par rapport à ce transform, et dans tout le script, on peut l'utiliser, puisqu'on a déjà la référence. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, c'est ici créer donc, une nouvelle variable privée, private transform, qu'on va appeler myTransform. Voilà. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que dans la méthode start, ou awake, comme vous voulez, on va dire que myTransform va être égal au composant, donc getComponent transform. Voilà, comme ça. Donc là, getComponent, souvenez-vous, ça va tout simplement récupérer un composant qui est dans la liste des composants sur lequel le script est attaché, et là on va récupérer le transform. Donc du coup maintenant, au lieu de faire transform.position par exemple, je peux faire donc myTransform.position. D'accord? Donc du coup maintenant ce que je vais faire, c'est que dans l'update ici, qui est tapé donc chaque frame, comme nous l'indique le petit commentaire qu'on va gentiment supprimer, et j'aime pas aussi le formatage de monodevelop de base, je préfère utiliser ce qu'on a l'habitude de faire en C++ ou en C. C'est mettre les accolades en bas comme ça. Donc ce que je vais faire ici dans ce script, c'est utiliser justement les axes. Donc je vais faire myTransform.translate et je vais utiliser les axes. Donc les axes, comme je le disais, ils renvoient une valeur entre 0 et 1. Donc quand on va appeler un axe via getAxis, quand on va récupérer la valeur d'un axe via getAxis, ça sera une valeur qui sera entre -1 et 1. Donc ça peut être 0 s'il n'y a aucune touche qui est pressée. Donc au niveau du translate ici, si on regarde l'aide, il nous demande soit un vecteur 3, soit enfin d'autres possibilités, mais il nous demande aussi, on peut aussi l'écrire x, y et z comme paramètre, en lui passant x, y et z comme paramètre. Donc du coup là je veux me déplacer vers l'avant. Donc ce que je vais faire,
c'est que au lieu d'utiliser en fait, excusez-moi, X, Y et Z, je vais utiliser le vecteur forward. Ouais, on va faire ça comme ça. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le vecteur forward. Donc ça va être myTransform.forward, qui signifie que c'est le vecteur directionnel vers l'avant du personnage. Et je vais le multiplier par getAxis. Input.getAxis, excusez-moi. Et je vais récupérer à l'intérieur ici vertical, parce que l'axe vertical, et je vais le multiplier aussi par time.deltaTime et aussi par speed, par la vitesse de déplacement. Ok, donc là si je sauvegarde, je retourne dans mon jeu, que je le lance. Je vais essayer de l'activer, voilà, hop. J'appuie vers le haut, vous voyez que j'ai mon personnage qui se déplace vers le haut. Et si dans l'inspecteur ici je le tourne, et je retourne dans mon jeu, il se déplace pas dans la bonne direction, donc c'est pas bon. C'est parce que les axes ici sont global, donc du coup je vais mettre que sur Z ici, je crois. Ça peut être bon parce que c'est local théoriquement. Donc je vais recliquer sur Play, réactiver ici mon player. Je peux avancer vers l'avant et je tourne et je peux toujours avancer dans la bonne direction, donc ça devrait être bon là. Voilà, en fait c'est que la méthode translate, oui, est locale, j'avais zappé. Donc du coup ce que je peux faire c'est que aussi appuyer sur CTRL et 4 du pavé numérique pour voir ici les méthodes, et là il devrait me le dire. If relative to is left space, oui, excusez-moi, en fait on peut bien évidemment spécifier le space ici. Donc du coup, c'est bizarre parce qu'il devrait me mettre forward ici. En fait, excusez-moi, je me suis trompé. On peut quand même le faire avec le vecteur, mais en accédant ici à vector 3.forward, qui est donc, ça doit être une variable statique de type vecteur 3 qui fait 0,0,1. Je peux multiplier tout ça par input getAxis, et là je suis en local. Si je veux passer en mode dans un référentiel global, je peux rajouter le dernier paramètre qui sera world, sinon c'est self, donc je peux le laisser quand même en self pour qu'on le voit. Donc là théoriquement ça devrait fonctionner. Je lance mon jeu, j'appuie sur Z pour monter, enfin déjà j'active mon préfab ici parce qu'en fait il est désactivé je pense à cause du réseau. Hop, et là voilà, je peux bien tourner dans la bonne direction. Si j'avais mis world, je vais quand même vous le montrer parce que c'est important. Si j'avais mis world, j'avance bien là dans la bonne direction parce que je suis aligné, mais si j'avais tourné dans ce sens-là, j'avancerais toujours vers le haut. D'accord? Donc, on va revenir sur self, ici, nickel. Donc là, on peut déjà avancer vers le haut et vers le bas d'ailleurs avec Z et S. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi changer la rotation de notre personnage. Donc, c'est un peu gros de dire personnage, on va dire, de notre instance. Ce que je vais faire, c'est que ici, je vais déclarer une variable privée de type float à nouveau, et je vais l'appeler rotspeed, qui va être égal à un peu plus, là cette fois-ci 20, par exemple 0f, 20 degrés par seconde. Donc du coup, ce que je vais faire ici, ça va être donc myTransform.rotate, et pareil, il va me demander des angles de l'air, donc on va le faire sur les trois axes pour changer un petit peu. Donc ça va être sur Y quand on va tourner. Donc XY, et sur la valeur Y ici, on va avoir input.getAxis, virer le space self ici, et du coup ça sera plus vertical, ça sera horizontal, et on multiplie par le delta time qui correspond bien évidemment au temps écoulé depuis la dernière frame pour qu'on soit cadencé par rapport au temps, et ici ça sera rotspeed pour avoir la rotation de la rotation convenable. Donc là, si je lance mon jeu, que je réactive mon player, je pense que c'est à cause du réseau hein, que ça fonctionne pas. Là, je peux tourner. Alors, je tourne très lentement, puisque 20 degrés par seconde, c'est un petit peu faible. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 100 degrés par seconde. Je peux le faire directement dans l'inspecteur et faire un apply ici pour appliquer justement sur mon préfab ici. Ou alors, je pouvais le faire directement dans le préfab ici. Hop, je vais réactiver mon player ici. Hop, je tourne beaucoup plus rapidement là. Et d'ailleurs, j'avance très lentement, donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer mon player, et je vais le faire avancer de 10, et je vais encore booster la rotation à 200. Donc 10 et 200, je clique sur Apply.
Donc là, je vais me déplacer de 10 unités par seconde et de, voilà, et de 200 en rotation. Je trouve encore que 10 unités, c'est un peu beaucoup. Je vais me remettre à 7. Par contre, la rotation, je vais encore la booster à 250. Je clique à nouveau sur Apply, je lance mon jeu, je réactive mon player, et là, j'ai des contrôles qui marchent beaucoup mieux. Ok, nickel. Je peux me déplacer avec les flèches du clavier, vous êtes QSD. Donc là, ce player-là, on va avoir un souci. Je vais vous le montrer, le souci. Donc je sauvegarde mon jeu, je le build. Je vais retourner ici dans mon folder. On va avoir la nouvelle version ici du jeu. Je vais lancer une autre version, cliquez sur Play. Je vais hoster le jeu ici. Là, j'ai bien mon script qui fonctionne. Voilà, je suis bien fonctionnel. Par contre, là, si je lance un client line et que je me déplace, eh ben, c'est un peu embêtant parce que déjà, je déplace les deux instances en même temps. C'est logique parce qu'ils ont tous les deux les scripts attachés. Bah, pourquoi pas. Et ici, on n'a aucun comportement qui apparaît. Enfin, on n'a aucun déplacement. On dirait qu'ils ne sont pas en réseau. Alors, pour améliorer tout ça, dans un premier temps, on va corriger le fait que l'on puisse contrôler les deux instances. On aimerait contrôler que notre propre instance, et souvenez-vous, c'est ce que j'avais dit dans une slide dans la vidéo précédente. On peut le faire en testant si notre objet est local. D'accord? Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais déjà passer ma classe ici, MonoBehavior, en Network Behavior. Oula, il ne la reconnaît pas parce qu'il faut que je l'importe. Donc je vais la mettre ici, using Unity Engine. J'importe le namespace, networking, voilà, hop. Donc là, Network Behavior est compris. Du coup, ce que je peux faire ici, c'est par exemple, à chaque update, si isLocalPlayer, c'est-à-dire si moi je suis un joueur, que je contrôle mon joueur, à ce moment-là, bien sûr, je peux me déplacer. Donc je vais expliquer plus précisément tout ça. Donc, alors, isLocalPlayer, souvenez-vous, ça détermine si, d'ailleurs il y a une indication ici. The certain true if the object is the one that represents the player on the local machine. C'est exactement ce que j'avais dit dans la vidéo précédente. C'est ce isLocalPlayer nous permet de savoir tout simplement si on contrôle notre joueur localement. Donc si c'est ce joueur, à ce moment-là, on va pouvoir le déplacer. Et pas l'autre, bien évidemment. Parce que les autres clients, qui auront spawné, qui auront leur représentation sur le réseau, s'ils ne sont pas comment dire, ils ne sont pas contrôlables, tout simplement parce que justement, ce n'est pas des players locaux, c'est des représentations des autres players. Je vais lancer 2 exés. Hop, je peux lancer aussi dans l'inspecteur en fait. Donc là, je peux me déplacer, d'accord, normal, j'ai qu'une instance. Je clique sur Line Client. Et vous remarquez, alors au passage, on a les rotations et les transforms qui ne sont pas encore synchronisés, donc c'est pour ça que vous ne voyez pas le personnage dans le bon sens. Mais globalement, ce que je peux faire, c'est que ici, je peux ne contrôler que mon instance. On ne la voit pas naviguer de l'autre côté, bien sûr, mais par contre, ici, je contrôle que cette instance. D'accord? Stop, et je quitte. Hop, ça stoppe aussi le réseau. Enfin, la connexion. Donc du coup, ce que je peux faire maintenant, c'est... on va faire dans un premier temps la méthode simple dans cette vidéo. On va affecter à notre player un nouveau composant de type network ici, qui va s'appeler Network Transform. Network Transform, qu'est-ce que ça fait? Ça synchronise tout simplement le transform, ou le rigid body, ou ce que vous voulez, dans cette liste. Donc je synchronise le transform, et ici je synchronise la rotation aussi. Je vais synchroniser que la rotation en Y, parce qu'il n'y a que cette rotation dont j'ai besoin. Je sauvegarde, faites-le bien sur le player ici, dans l'asset folder. Je peux lancer ici le jeu, je vais lancer dans l'éditeur, comme ça m'évitera de lancer un autre... Ah non, en fait je vais lancer 2 instances parce que je vais rester dans ma scène game ici.
play. Hop. Je me connecte en tant que client du coup. Là, je peux me déplacer et vous voyez que de l'autre côté, j'ai bien une réponse en réseau de mon personnage. Et si je me connecte avec un troisième client, on va voir dans l'état dans lequel nos instances sont, dans les rotations dans lesquelles elles sont, on va les voir apparaître exactement à la même position parce que c'est stocké sur le réseau. Donc quand on va se connecter, on va avoir des informations sur tous les players préfab qui sont sur le réseau. Vous voyez que là, automatiquement, il y a une autre instance qui est apparue, et dans le nouveau client ici, on voit bien que les deux autres personnages sont au bon emplacement. Et je peux me déplacer exactement de la même manière. Alors là, théoriquement, vous ne devriez pas le voir sur la vidéo, mais on a de la latence beaucoup. Alors, ici, quand je me déplace, il n'y a pas de souci, puisque je me déplace en local, donc c'est très très fluide. Par contre, ici, c'est pas fluide du tout. Dans les représentations des autres clients, tout simplement parce que eh bien, je ne suis pas comment dire, je ne suis pas qu'est-ce que je voulais dire, je n'ai pas d'interpolation, voilà, excusez-moi. Donc du coup, l'interpolation, je pense que je vais réserver ça pour une prochaine vidéo. En attendant, on va continuer à faire un tout petit truc, c'est que toutes les instances qui ne nous appartiennent pas, on va les afficher dans une autre couleur. D'accord ? Donc je vais ici utiliser, donc il y a une méthode qui s'appelle onStart, alors de la classe Network Behavior, il faut que j'ai vérifié le nom. Elle s'appelle donc Network Behavior. Hop. Et donc on devrait avoir ici une méthode, enfin un message, qui s'appelle onStart quelque chose, c'est bizarre. Alors je vais l'appeler onStart, je vais taper onStart dans la doc. onStart local player, voilà. Et en fait, ça vient de Network Behavior, donc c'est bien ça. Je sais pas pourquoi elle l'avait pas mis dans le... Enfin, pourquoi je l'ai pas trouvé. Donc, onStart Local Player, c'est une méthode qui fonctionnera exactement comme Start, sauf qu'elle va s'appeler que sur le joueur local. D'accord ? Donc, du coup, ce que je peux faire, c'est que sur le onStart Local Player, je peux dire par exemple que ma couleur, elle est différente. Donc, pour ce faire, je vais ici utiliser private. Ici, comment on appelle ça? C'est le renderer, voilà. My renderer, je le cache. Le renderer. Et ici, dans le transform, ici, get component, je récupère mon mesh renderer, donc c'est renderer. Hop. Et ce que je fais, c'est my renderer ici, .material, .color, est égal à new color. Et la couleur, ça va être donc RGBA. Donc moi, je vais mettre full rouge. Hop, comme ceci. Donc c'est entre 0 et 1, je me souviens bien les couleurs. Donc là, si je lance, je sauvegarde, je compile mon jeu. Je lance le jeu. On devrait avoir une instance rouge. Non, ça n'a pas fonctionné. Alors est-ce que j'ai eu un souci? Je vais aller voir dans le menu ici, dans l'éditeur ici, pour voir si j'ai une erreur. Non, j'ai pas d'erreur, ça c'est bizarre. Est-ce que... J'ai bien mis que j'étais local player 3, ça c'est pas le problème ici, c'est bizarre, on start local player, material color. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un debug ici, .log, test, pour vérifier si déjà je passe dans cette fonction ici. Bon, déjà je passe pas dans cette fonction, donc c'est mauvais signe. Alors je sais pas trop pourquoi j'arrive pas à appeler le message ici. J'arrive pas à appeler le message ici on local set player, donc du coup ce que je vais faire, c'est que dans le start de l'objet, en tout cas je sais que ça fonctionne, donc je vais faire if is local
layer ici, hop, et je vais afficher ma couleur, ça devrait ça fonctionner. Donc je retourne ici dans Unity, je compile tout, CTRL V, et hop, je lance, je vais lancer, je vais me connecter ici, donc créer un serveur ici, vous voyez que là je suis bien rouge, donc ça fonctionne bien, et si je me connecte en tant que client, je suis rouge ici, l'autre instance, elle est rouge, elle est bleue, pardon, parce que c'est pas le player qu'on contrôle, par contre, ici, je suis bien rouge. Donc là, vous voyez que quand je me déplace, j'apparais rouge sur mon écran, et les autres me voient bleu, d'accord? Donc ça, c'était pour la petite, le petit test, pour savoir si on contrôle bien notre player. Et bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour déjà cette vidéo, on a vu pas mal de choses déjà, je pense que c'est un peu long. Après de faire des vidéos de... Je vais essayer de pas dépasser 1 heure à chaque fois, c'est un peu long, mais voilà. Et donc voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé quand même. Vous voyez que là on n'a pas de possibilité de rentrer en collision avec les objets encore. Mais bon, quoi qu'il arrive, bon bah c'est toujours un plaisir de voir des objets connectés en réseau. Là c'est encore plus simple que d'habitude. Avant c'était un petit peu plus complexe quand même sur Unity de gérer nos instances. Si, il y a un petit dernier truc qu'on peut faire, peut-être, c'est faire en sorte que la caméra se positionne derrière le joueur quand on lance le joueur, enfin quand on lance le jeu. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que, oula, pas dans le game ici, pas dans le menu ici, dans le game plutôt. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un player ici, oula, un player ici. Je vais appuyer sur F pour zoomer dessus. Ce que je vais faire, c'est que bon, la caméra principale ici, je vais la supprimer, comme ça on n'aura rien. Et le player va créer une caméra en même temps qu'il va, spawner. D'accord? Donc je vais lui ajouter un composant, s'il veut bien me laisser le faire, de type caméra, ici. Et il faut juste que je sache l'avant du joueur ici, voilà, c'est ça. Et ça va pas le faire puisque... Non, ça va pas le faire si je l'ajoute directement ici, parce que ça se met au centre. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau GameObject, CTRL-SHIFT-N. Je vais l'appeler caméra. Je vais lui mettre un flag caméra. Je vais le drag and dropper ici dans le player. Comme ça, dès que je bouge le player, bah, la caméra bouge avec. Je vais la mettre en haut. La baisser, je passe en mode ici local avec X, la touche X. Et voilà, quand je déplace mon joueur ou je le tourne, vous voyez que la caméra tourne bien avec. Du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'applique ça sur mon player. Et attention, je vais avoir un petit truc à faire encore. C'est qu'il va falloir que je désactive la caméra sur toutes les autres clients, sauf le mien. Parce que sinon, j'aurai plusieurs caméras et ça va vraiment être problématique. Donc du coup, ce qu'il faut que je fasse ici dans le mouvement, c'est que au début, je désactive la caméra, donc je peux carrément le faire ici dans la caméra ici, comme ça on voit rien. Je vais appliquer tout ça, apply, ici. Et si je suis le joueur local, la première chose que je vais faire, c'est aller chercher ma caméra et l'activer. Donc getComponent, ça va pas être getComponent, pardon, ça va être myTransform.child, findChild, donc trouver l'enfant qui s'appelle caméra, donc c'est le GameObject qui s'appelle caméra ici, et je vais récupérer un composant sur ce GameObject, getComponent, qui va s'appeler caméra. Donc là, on parle bien de ce composant ici. Et ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais appeler la variable, enfin l'attribut plutôt, enable, et je vais le mettre à true. Donc là, théoriquement, quand je vais lancer le jeu, il va récupérer le joueur local, va accéder à l'enfant ici qui s'appelle caméra, et va récupérer le composant qui s'appelle caméra ici, et le réactiver. Et par défaut, tous les autres joueurs n'auront pas bien sûr leur caméra activée sur notre instance client, à part bien sûr notre objet. Donc là je peux faire CTRL B, je peux lancer mon jeu, ici je peux aller dans ma scène game, menu pardon, je peux lancer ici une autre version du jeu, LAN host. Donc là, vous voyez que j'ai bien ma caméra qui me suit, en tant que joueur rouge, d'accord? Et ici, si je clique sur LAN client, j'ai bien ici ma caméra aussi qui me suit, et j'ai pas de bug de plusieurs caméras. Par contre, j'ai
bien évidemment mon player que j'avais instancié ici, que je vais tout de suite supprimer. Je sauvegarde, CTRL B à nouveau. Je sais pas. Ah oui, j'ai une erreur. J'avais déjà une instance de lancer, vous voyez, qui m'a mis une erreur ici. Que je peux clear d'ailleurs. On ne peut pas écraser un exe alors qu'il est lancé, bien évidemment. Donc je vais lancer d'ailleurs plusieurs instances. Encore une autre. Hop, comme ça on aura 3 joueurs. Donc je vais dire que le serveur c'est lui. Donc line host, il est tout seul dans le monde. Et du coup on va lui donner des amis et on va lui faire apparaître un client qui va apparaître là-bas. Vous voyez qu'il est apparu. Ici moi je lui tourne le dos, donc si je me tourne, je fais ah salut copain, je suis là. Donc nous voilà. Maintenant plusieurs. Je peux cliquer ici sur LAN client ici aussi. Et hop, oh bah alors vous êtes là, c'est nickel. On peut aller parler à des PNJ. Non je déconne parce que on n'en est pas encore là. Voilà. Donc du coup on peut faire des plans de caméra sur derrière nos objets, c'est plutôt chouette. Voilà. Donc là, on va s'arrêter là je pense, et dans la prochaine vidéo on va régler notre problème d'interpolation qui fonctionne pas très bien. Alors juste au passage, j'aimerais spécifier quelque chose, ne cherchez pas à faire fonctionner le... Enfin, vous pouvez essayer, hein, mais à faire fonctionner le network transform au niveau de l'interpolation ici. Le movement threshold, parce que, enfin moi j'ai essayé, ça marche presque pas. Donc, ils disent qu'il faut mettre des valeurs très petites, j'ai pas essayé avec des valeurs ultra petites. Mais apparemment ça c'est censé améliorer le threshold, l'interpolation. Moi, chez moi, ça fonctionne pas très bien, hein, donc voilà. Et ici aussi, au passage, vous avez le network send rate qui dit que on va envoyer tant de paquets par milliseconde. Alors, je sais pas pourquoi ils mettent secondes ici, mais je crois que c'est des millisecondes, hein, ça me paraît plus logique. Donc voilà. Je vais sauvegarder, je vais relancer une dernière fois pour vérifier ce que je disais concernant le threshold qui fonctionne pas. LAN host, je peux me déplacer ici, et est-ce que l'interpolation marchera là-bas? Vous voyez, ça marche pas du tout. Enfin, vous voyez pas, je pense, parce que je pense que c'est pas des slabs sur la version avec ma capture, puisque j'enregistre à 15 frames par seconde. Donc pour vous, ça devrait apparaître comme si c'était lisse, mais chez moi, ce n'est pas lisse. Donc du coup, on va être obligé de le coder à la main, tout ça, ce lissage. Via les interpolations linéaires. Je vous remercie d'avoir visité le musée, non je déconne, d'avoir visité cette vidéo, d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à liker la page Facebook, tutoriel tout apprendre, donc facebook.com/tutoriel tout apprendre, pour avoir des news. Sur ce, ciao ciao.